Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Je tiens, en propos d'introduction de cette vidéo, faire quelques remarques par rapport aux commentaires très pertinents qui m'ont été posés lors de la dernière vidéo. En effet, vous avez vu, j'ai mis en place une partie du ballast sur une portion de la tranchée de l'escarbille. Et ce ballast, pour l'instant, a été appliqué avec un pinceau comme ça, un pinceau brosse. Et vous allez voir dans cette vidéo que j'ai encollé en fait ce ballast, mais le profil en fait de la forme du ballast en courbe avec le dévers n'est pas tout à fait conforme. Alors cette remarque est tout à fait vraie et je tiens à vous montrer par exemple ce genre de choses qui est un gabarit en fait de pose de la voie qui permet de montrer quelques petites choses intéressantes, notamment ce que l'on voit ici et ici, ainsi que au centre, qui sont en fait les profils de pose du ballast. Alors, je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que, en fait, là, dans un premier temps, je pose en fait le gros du ballast avec une teinte qui est de deux portion de ballast un peu gris et une portion de ballast un peu rose, ce qui me permet d'avoir ma teinte. Mais ensuite, après, les corrections en termes de talus, ça va être avec du rajout d'un ballast légèrement plus clair ou plus foncé à certains endroits pour pouvoir parfaire mon talus des deux côtés et les petits monticules de ballast, ainsi que dans un second temps, la pose des piquets de courbe. Alors, cette manipulation, pourquoi je la fais en deux temps? Parce que quand je vais mouiller le ballast et qu'ensuite, après, je vais mettre la colle, ces monticules vont avoir tendance à s'éroder. Et donc, du coup, ça fait un rendu qui n'est pas très, très joli. Donc, dans un premier temps, je mets mon ballast de façon un peu grossière, mais qui respecte quand même la répartition, en fait, des masses. Et puis, je viens combler les parties assez importantes où le ballast doit prendre place, je l'encolle et ensuite après je viens faire mes finitions de voie avec un petit peu plus de ballast, et là je vais travailler avec un pinceau qui ne va pas être aussi gros que ça, qui va être un pinceau beaucoup plus fin, très souple, pour justement faire mes petits monticules de voie. Alors vous trouvez ces gabarits chez Decapod. Donc là, vous voyez, là, c'est avec un devers de 1 mm. Ensuite, après, vous avez exactement la même chose en alignement. Et puis, vous avez aussi des versions qui sont pour les voies uniques, que ce soit en code 100 ou en code 75. Donc, bien évidemment, sur l'ensemble de ces... Oups, j'ai fait tomber. Sur l'ensemble de ces... Comment ça s'appelle? De cette étape, tout n'est pas forcément montré, mais rassurez-vous, j'ai bien conscience de ça. Il y a aussi un autre point sur lequel je voulais donner un petit peu une précision, c'est que il faut faire très attention quand on regarde un petit peu le ballastage des voies à l'heure actuelle. Il y a une normalisation et une mécanisation qui est très importante, qui n'existait pas notamment sur les réseaux anciens. Le ballast, je le rappelle, était encore mis de façon totalement artisanale. Donc le côté très linéaire et très normé des différents monticules et en fait de la semelle qui vient supporter la voie est pas tout à fait la même, notamment sur les réseaux anciens, que ce qui est pratiqué à l'heure actuelle sur des LGV ou des voies modernisées. Donc, il faut garder un petit peu de pondération par rapport à la façon dont on pose le ballast, et bien prendre du conscience que si on est effectivement sur des réseaux qui montrent l'époque 5 ou l'époque 6, donc c'est-à-dire en gros des années 80 à maintenant, on a effectivement un processus de mécanisation de la pose de la voie qui fait que on va avoir des profils de voie qui vont vraiment être le plus possible identique, quel que soit l'endroit de votre réseau, alors que quand on est sur justement des réseaux beaucoup plus anciens, ce qui est le cas sur Wissonheim, parce que je vous rappelle que l'extension est vraiment époque 1C, époque 2C, et le réseau principal, on est sur l'époque 2 dans sa globalité jusqu'à la fin de l'époque 3, début de l'époque 4. Et donc, du coup, effectivement, la pose de la voie n'est pas tout à fait
identique et bien évidemment n'est pas mécanisé. L'autre chose aussi, c'est que vous avez vu certainement sur les différentes vidéos en ce qui concerne la tranchée de l'escarbille que j'ai opté pour un travelage qui n'est pas un travelage mécanique moderne. Et donc du coup, l'impression que va dégager la voix va être beaucoup plus aérée et beaucoup moins fortement armée que ne le peuvent l'être les réseaux contemporains. Voilà, je voulais faire ces petites précisions parce qu'évidemment les remarques qui m'ont été faites en commentaire et sur le Slack sont tout à fait valables et je tiens à remercier Xavier à ce sujet. Mais je voulais faire cette petite précision parce que effectivement, on va avoir tendance à appliquer des normes qui parfois sont très adaptées pour les époques actuelles, parce qu'effectivement, on vit dans une société et dans toute une série de process industriels qui sont beaucoup plus normés qu'ils ne pouvaient l'être dans les débuts du chemin de fer. Après, ça ne veut pas dire que dans les débuts du chemin de fer, il n'y avait pas, à un moment donné, toute une série de normes, on le voit notamment sur la pose de la voie, mais on avait quand même un aspect non mécanisé de la fabrication de la voix qui donnait beaucoup plus de caractère erratique et parfois même des curiosités quant à la pose de la voix. En tout cas, je tenais à faire cette petite précision. Merci vraiment à toutes les personnes qui font des commentaires dans l'espace commentaire. Et maintenant, je vous propose de voir le début donc, de l'encollage de la voix. Et ensuite, dans une deuxième partie de la vidéo, on verra justement l'ajout des détails une fois que le substrat aura été parfaitement sec. Eh bien, allons-y.
Bon, et maintenant je vais vous parler d'une technique, le long rail soudé. Alors l'intérêt des LRS, c'est justement de pouvoir garantir une continuité électrique bien meilleure sur un ensemble de rails qui auront été disposés sur votre réseau, mais ça permet aussi de limiter la dilatation. Pour ça, je vais utiliser du fluide à souder, de la brasure et un fer à souder bien chaud. La problématique quand on fait des longs tronçons en LRS, c'est qu'il va ensuite falloir garantir des zones de dilatation. Ces zones de dilatation, je les fais notamment avec des éclisses isolantes, aux entrées et aux sorties des portions avec des aiguilles, ce qui va me permettre de pouvoir me donner quelques dixièmes ou quelques millimètres d'écart pour la dilatation. Alors techniquement, là vous le voyez, au niveau de l'application et de la création d'un LRS, c'est pas très compliqué. Il faut avoir mis de façon bien jointe les deux portions de profilé, appliquer du flux à souder. Donc là, vous voyez, j'assure de bien avoir chargé la zone où il y a les clisses de flux à souder. Je charge la panne ensuite avec de la brasure et je viens appliquer ce qui va automatiquement répartir en fait à l'endroit où j'ai mis la brasure, où j'ai mis le flux, la brasure sur le flux, ce qui va me garantir une fixation parfaite de la voie. Alors, vous voyez, j'utilise cette méthode-là. C'est très intéressant. Vous voyez, je charge la panne et hop, automatiquement, le flux va se charger de répartir la brasure exactement là où je veux. Ce qui est très important, c'est de faire ça bien. Ensuite, après, il faut nettoyer les endroits où on a mis le flux parce que sinon, ça va oxyder, ça va pas être joli. Et après, je répartis un petit peu mieux mes traverses et je ferai mes différentes jonctions. Hop là, maintenant, on va passer à la transformation de cette traverse jonction simple de chez Peko en code 75. Donc avec la Dremel, je vais commencer à enlever tous les supports des moteurs PL10 qui sont franchement pas très esthétiques. Alors il faut faire très attention quand on fait des modifications d'aiguilles comme ça, parce que c'est très fragile, les traverses jonction simples et les traverses jonction double. J'ai explosé une traverse jonction double juste après avoir fait celle-là, et donc j'ai 70 € de perdu. Donc il faut vraiment y aller simplement et par étapes. Donc avant de commencer à faire les modifications sur l'aiguille en elle-même et sur les différentes parties mobiles, je commence à retailler les traverses pour qu'elles soient plus conformes, en tout cas, à ce que l'on peut trouver et enlever ces espèces de rajouts qui sont totalement inesthétiques. Donc il faut y aller doucement avec un disque à tronçonner spécial plastique. Donc là c'est un speed click, hein, j'utilise, et reprendre les traverses de telle façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux. À noter ensuite qu'une fois que l'ensemble aura été taillé correctement, j'utiliserai le scalpel pour venir faire un petit peu de finition et rendre les différentes découpes beaucoup plus simples. Alors là, je suis un peu hors cadre, voilà, j'ai le scalpel en main, je vérifie. Je n'ai pas encore enlevé les deux ressorts, comme ça je suis sûr que les lames restent bien collées pendant que je suis en train de faire les modifications sur les traverses et sur l'extérieur de la traverse jonction simple, parce que si j'avais enlevé les lames avant d'avoir fait les modifications comme ce que j'ai fait avec la traverse jonction double, eh ben, il y a toujours le risque de venir détériorer l'appareil de voie qui est un appareil très fragile. Donc il faut y aller à la cool quand on fait des modifications sur ce genre de matériel. Allez, maintenant on passe dans le dur et on va poser cette traverse jonction simple. Je ne vais pas pour le moment la coller, elle va simplement me servir à vérifier que l'ensemble des perçages et des endroits où je fais passer les fils pour justement les commandes et les réalimentations, tout ça soit complètement OK. Parce que, évidemment, là, je vais avoir une partie assez délicate d'ajustement. Et donc, grâce à ma petite tige rigide du MP5, je vérifie que tout se passe bien. Et effectivement, tout se passe bien. Donc, maintenant, je vérifie que les différentes voies sont dans le bon sens.
Dit autrement, je m'assure que j'ai bien mis dans la bonne position la traverse jonction simple, qui me permet de pouvoir relier à droite et à gauche les différents éléments. Maintenant, je suis en train de positionner, alors c'est un peu hors cadre, je m'en excuse, je suis en train de positionner la dernière des aiguilles pour pouvoir ultérieurement la préparer, et il va y avoir aussi donc la mise en place du perçage où va se trouver le levier de commande du moteur, que vous voyez, c'est tout en haut à l'écran. La caméra était mal positionnée, je suis vraiment désolé. Voilà, donc tout ça pour vous dire que l'ajustement d'un grill, c'est vraiment quelque chose qui va nécessiter beaucoup de soins et de précision. Alors rassurez-vous, j'aurai l'occasion lors du projet Nomade de vous remontrer ça avec d'autres angles et de façon beaucoup plus didactique. Là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le travail qui est réalisé. Et malheureusement, avec la vidéo, j'ai beaucoup de choses qui sont passées en hors cadre. Par rapport à ce que je voulais vous montrer, c'est pas grave, je referai une autre vidéo pour vous montrer les différents éléments. Ce qui est très important à savoir avec le placement d'un grill, c'est qu'il faut que les différentes éclisses soient parfaitement bien ajustées. Là, vous voyez, j'utilise un gabarit qui me permet de m'assurer que la voie que je vais poser, qui est donc la deuxième voie qui va relier le tunnel des canonniers, et ben cette voie, alors là c'est en hors cadre, hein, mais cette voie soit parfaitement bien parallèle à la première qui a déjà été disposée. Et donc ça va être tout un travail de calage qui va arriver dans les jours qui viennent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, on a vu quand même pas mal de choses. J'ai pu vous montrer la fabrication des LRS et longs rails soudés. On a vu aussi la modification des aiguilles, la mise en place sur le grill. Il y a eu quelques petites erreurs en termes de cadrage, et vraiment, je m'en excuse, donc vous inquiétez pas, je reviendrai notamment sur le calage de la première voie par rapport à la deuxième voie, je reviendrai sur le dévers lors d'une prochaine vidéo. Là, je voulais vraiment vous montrer un petit peu la réalisation du jour. Concernant le projet Nomade, 1000 excuses, c'est donc pas aujourd'hui que sortira la vidéo de Nomade, parce que tout simplement, j'ai eu des événements indépendants de ma volonté qui ont venu un petit peu perturber le planning de ma journée. Demain, ça devrait être beaucoup plus simple. En tous les cas, normalement, donc ce vendredi, la vidéo de Nomade. Le soir, un live sur la vidéo. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui s'abonnent à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment, ça me fait très, très, très plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner. C'est gratuit, il faut en profiter. Il y a la petite cloche pour être notifié lors de la sortie des prochaines vidéos. Je tiens aussi à remercier très très chaleureusement l'ensemble des personnes qui font des donations sur Tipeee. Je vous remets le lien en description pour le fonctionnement de la chaîne et pour le projet Nomade. Il va y avoir un petit peu de changement de planning et j'aurai l'occasion de vous en reparler vendredi soir concernant le projet Nomade, parce qu'effectivement j'ai pris un peu de retard et il y a des annonces que je dois vous faire, notamment des annonces partenaires. Je tiens à ce sujet à remercier énormément Jura Modélisme, mais aussi Rail Modélisme Alsace. Ça a été un petit peu le contenu du live de la semaine dernière, mais il y a pas mal de choses qui vont arriver et je suis très très heureux de ces partenaires et de ce partenariat que j'ai avec ces partenaires. Voilà, donc ça c'était ce que je pouvais vous dire. Merci encore énormément, et moi je vous dis donc à demain pour une vidéo qui est normalement la vidéo de Nomade. C'est normalement la vidéo de Nomade. Et puis voilà. Et donc en tout cas, c'est vrai que là, le réseau Bienvenue à Wissenheim, le réseau principal, a quasiment rempli les objectifs que je m'étais donnés, c'est-à-dire d'avoir la partie supérieure avec les rails posés et opérationnel pour la fin de l'année. Et bien évidemment, c'est un objectif qui devient de plus en plus tangible parce que globalement, il me reste 6 mètres de voie à poser et ensuite après à faire le câblage. Et je pense que pour le réveillon du 31, je pourrai avoir ces trains qui circulent sur la partie supérieure du réseau ici. Et ça, évidemment, c'est très très plaisant parce que c'est l'aboutissement d'un chantier qui aura commencé
avec toute la construction de cette superstructure. Et bien évidemment, ça nous donne vraiment beaucoup plus finalement d'ampleur au projet, et on commence à voir un petit peu le projet en termes d'infrastructure qui se termine. Il restera bien évidemment 2 gros morceaux, toute la partie du grill de la gare de Wissenheim, et bien évidemment aussi toute la gare de Wissenheim qui va être aussi un grand challenge pour l'année 2023. En tout cas, voilà, c'est ici que je vais arrêter la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, merci encore 1000 fois. Et moi, je vous dis à demain pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension, mais aussi pour le projet Nomade. Ciao!